Économie le max sur i24 News, merci d'être au rendez-vous. Au programme aujourd'hui, l'heure des premiers bilans pour les marchés financiers. Après un début 2015 prometteur en Europe, actions, taux obligataires et chute de l'euro. Quels résultats aussi pour le lancement des rachats d'actifs de la BCE et quels effets attendre du relèvement des taux aux États-Unis? Ben Amoyal sera avec nous. Et puis découverte également d'un nouveau système de paiement mobile. Nous irons au Zimbabwe où les bonbons et les crayons étaient en passe de remplacer une monnaie locale disparue pour cause d'hyperinflation. EcoCash, c'est son nom, est-il en passe d'y remplacer l'argent liquide? Reportage tout à l'heure. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. L'essentiel avant cela de l'actu éco-international avec en France cette série d'indices publiés ce jeudi par l'INSEE. Une bonne nouvelle d'abord, c'est que le déficit public s'est finalement établi à 4% du PIB en 2014, alors que le gouvernement tablait sur 4,4. C'est un dixième de mieux qu'en 2013. En revanche, la dette publique, elle, augmente 2037 milliards d'euros. Un nouveau record, c'est l'équivalent de 95% du PIB. On apprend également que la croissance du PIB s'est bien établie l'an dernier à 0,4%. Même score que les 2 années précédentes. L'investissement recule de 1,6%. Enfin, le chômage a progressé en février, cette fois d'après Pôle emploi. 12 800 demandeurs d'emploi supplémentaires pour un total de 3,49 millions en métropole. Sachez aussi que Schlumberger a appelé des coupables de violation d'embargo américain contre l'Iran et le Soudan entre 2004 et 2010 et versera une amende de 233 millions de dollars aux autorités américaines. En Italie, Pirelli justifie l'arrivée dimanche dernier d'un groupe chinois, ChemChina, comme actionnaire majoritaire. Une opération à 7,1 milliards d'euros, la meilleure solution d'après le PDG du groupe pour assurer l'avenir du 5e fabricant mondial de pneus. Il s'expliquait hier à Milan devant nos confrères de l'AFP. Je ne suis plus un jeune homme, donc je dois envisager l'avenir de la société pour les 10-15 ans à venir. Avec un actionnaire fort et un groupe d'actionnaires italiens qui restent à bord, nous garantissons l'avenir de Pirelli. Il sera impossible de faire sortir la technologie à l'extérieur de Pirelli, ni déplacer le siège de la société, sans l'accord de 90% de l'actionnariat. L'Asie à présent, une rencontre au sommet ce jeudi à Pékin entre les présidents chinois et sri-lankais. Vous le voyez, il s'agissait de renforcer la coopération dans les domaines du commerce et des infrastructures, avec notamment le projet déjà conclu de construction d'une ville portuaire au Sri Lanka pour 1,4 milliard de dollars. Colombo veut réexaminer les conditions, alors qu'il doit déjà à Pékin 5,3 milliards de dollars de prêts pour d'autres projets d'infrastructures. Affaire à suivre. L'entente a été signée lundi. Éthiopie, Soudan et Égypte d'accord pour la construction du barrage hydroélectrique de la Renaissance. 6000 MW de capacité sur le Nil Bleu en Éthiopie. Un ouvrage à 3,2 milliards de dollars pour fournir en électricité une large partie du continent africain. L'Égypte était d'abord opposée à l'idée, mais a obtenu des garanties. Aucune réduction de sa part des eaux du Nil, 55 milliards de mètres cubes par an. Le président Al-Sisi, vous voyez, s'est exprimé hier devant le Parlement éthiopien à Addis Abeba. Et pour lui, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour les relations entre les deux pays. L'Éthiopie a le droit de se développer. Ce siècle ne doit pas revivre les mêmes sécheresses et famines qui nous ont brisé le cœur au siècle dernier. Vos frères égyptiens ont aussi droit au développement et à vivre dans ce havre du Nil, le fleuve sur lequel ils ont construit une civilisation il y a des milliers d'années. La première visite officielle d'un président égyptien en Éthiopie depuis 30 ans. En bref, toujours en Afrique, en Zambie cette fois, la monnaie locale poursuit sa dégringolade face au dollar. Moins 20% quasiment en 3 mois pour la kwacha et un plus bas historique en raison notamment de la chute des cours du cuivre, principale ressource du pays. Ce genre de dépréciation signifie que les prix vont augmenter. La Zambie est un pays dépendant de ses importations. 90% des marchandises sur les étals sont importées et elles seront importées avec un dollar plus cher, avec donc une hausse des prix. Voilà, et puis le bras de fer se poursuit entre Israël et l'autorité palestinienne. Israël qui a gelé en janvier le transfert des taxes qu'il collecte au profit de Ramallah après la décision palestinienne de rejoindre la CPI pour engager des poursuites contre Israël. Ramallah qui dit avoir baissé du coup de 40% les salaires de la plupart de ses fonctionnaires. Suspendre les transferts fiscaux conduit à une détérioration rapide de l'économie. Il y a certes une augmentation du nombre de travailleurs palestiniens qui travaillent en Israël, mais globalement, la situation économique est difficile et la retenue de cet argent fait empirer les choses.
Et comme chaque jeudi, le point sur les marchés financiers avec Eric Lewin, avec des indices boursiers européens qui ont commencé par reculer en début de semaine, après 7 semaines quand même de hausse consécutive. On s'est un peu ressaisi en milieu de semaine, alors les investisseurs préfèrent jouer la prudence. Bonjour Eric, on a vu des prises de bénéfices et de nombreux reclassements aussi. Oui David, alors pour juger de la pertinence d'un marché ou savoir si un marché est cher, on peut bien sûr regarder tous les ratios boursiers, mais on peut également regarder ce qui se passe en termes de sociétés. Et pour l'instant, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de reclassements, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sociétés, actionnaires notamment majoritaires, qui vendent leur participation dans leurs filiales. C'est par exemple le cas d'Euraseo et Colony, qui ont décidé de vendre un tout petit peu moins de 10% d'accord. On a la même chose de la part de la société Carrefour qui a vendu quasiment 2% de son capital. Et les exemples sont nombreux. Le groupe Wendel qui vend du Bureau Veritas, la société JC Deco qui vend du Deco ou encore Airbus qui vend une part non négligeable dans Dassault Aviation. Tout cela peut peut-être vouloir dire que les actions sont à leur prix et que les grands actionnaires, que ce soit des investisseurs institutionnels ou des industriels, se mettent à vendre tout simplement parce qu'ils estiment que les valorisations sont correctes et qu'il n'y a plus beaucoup de plus-value à attendre. C'est très intéressant de regarder ça et c'est peut-être un message pour tous les optimistes boursiers actuellement. Ouais, les sommets qui semblent se rapprocher. Merci Eric Lewin. Et on va parler justement également de ces bourses européennes, mais pas seulement, avec Ben Amoyal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, vous dirigez Premia Capital, gestion de portefeuille. Alors Ben, c'est l'heure des premiers bilans, on l'a dit, ceux du premier trimestre. D'abord, cette forte hausse des marchés actions en Europe, à quoi vous l'imputez? Comment vous l'expliquez? Il y a deux facteurs. Le premier facteur, c'est la politique accommodante des différentes banques centrales, que ce soit la Fed ou que ce soit la BCE. Quand vous mettez sur le marché une liquidité astronomique, effectivement, les marchés actions ont tendance à en profiter. Et le deuxième facteur qui est plus dans une optique européenne, c'est, si vous voulez, ce qui s'est passé depuis 4-5 ans où il y a eu, si vous voulez, des grosses pertes sur les marchés européens avec des valeurs qui ont été massacrées. Ouais. J'adore ce mot massacré, je crois que je le dis souvent. Et puis, donc il y a eu un espèce d'effet rattrapage sur les marchés européens. Si vous regardez ce qui s'est passé sur les marchés US, ça a été assez calme depuis le début d'année. Et vous pensez quand même que ces prises de bénéfices auxquelles on assiste ces derniers jours, elles signifient que peut-être on a atteint, on se rapproche des sommets? Et d'ailleurs, certains experts disent qu'on est proche d'une bulle peut-être qui va éclater. Je sais que vous êtes optimiste. Alors, je suis assez optimiste. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un marché, on parle des marchés européens parce que ce n'est pas trop le cas au marché US, mais vous avez un marché européen qui est monté très très vite, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il va y avoir un éclatement de la bulle? Je ne pense pas. Une correction, c'est ce qui est en train de se passer cette dernière semaine, en tout cas depuis le début de la semaine. Il va y avoir une correction, il va y avoir des petites corrections, ça ne va pas redescendre à 4003, 4002 sur le CAC ou des niveaux équivalents sur l'Eurostoxx. Mais ce qui est sûr et certain, en tout cas en ce qui me concerne, c'est qu'on va pouvoir aller atteindre encore des plus hauts sur les marchés européens. Et quelles sont d'après vous justement les valeurs ou les types de valeurs qui ont encore un fort potentiel? On sait que Peugeot a pris 45% quand même. Exactement, bon, il a pris 45%, il en avait perdu à portée de loin. Pour moi, les valeurs, et c'est ce que je disais depuis le début de l'année, c'est tout ce qui est valeurs télécommunications. Les valeurs de constructeurs aussi. Donc on est vraiment, si vous voulez, dans les thématiques qu'il va falloir jouer, enfin qu'il fallait déjà jouer en début d'année. Pour ceux qui sont déjà dedans, continuer à garder ses positions, c'est pas trop bête. Ouais. Alors aux États-Unis, ça paraît quand même un peu moins flamboyant forcément que l'an dernier, mais quand même on assiste toujours à des records à Wall Street. Est-ce que ça peut durer d'après vous d'abord? À Wall Street, moi, je mise plutôt sur une espèce de stagnation au niveau des marchés américains. Si vous regardez ce qu'a fait le Nasdaq ou le S&P depuis le début de l'année, on est aux alentours de ou flat ou plus 2-3%. Je pense qu'on va aller chercher sur la fin d'année entre 5 et 7%, donc quelque chose d'assez flat. Parce qu'on est sans arrêt à battre des records aux États-Unis. C'est vrai que la croissance et l'économie américaine est beaucoup plus forte que ce qui peut se passer en Europe, mais il faut savoir que sur les 4-5 dernières années, on n'a eu que de la croissance au niveau des marchés américains, et ils ont beaucoup été surévalués, je pense. Ouais. Alors, pour revenir à l'Europe, la grosse actualité en ce début d'année, c'était quand même le lancement officiel du QE, du quantitative easing, les rachats d'actifs par la BCE. Ouais. Est-ce qu'on voit déjà des premiers résultats? Ah oui, vous les voyez déjà au niveau du marché action. Quand vous avez un marché action qui prend 15-20%, c'est déjà qu'il y a des facilités
au niveau de la liquidité. Et après, ce que vous allez voir aussi sur le quantitative easing, c'est la baisse des taux. Ouais. Vous avez une baisse des taux, vous avez eu un taux Bund allemand, un taux 10 ans allemand, par exemple, qui est descendu en dessous de 0,2. Enfin, je veux dire, ça va remonter, ça c'est sûr. Ça risque de remonter, mais pas tout de suite, parce que Mario Draghi n'a pas l'air de vouloir arrêter son quantitative easing, donc on risque de continuer à rester dans une politique de taux bas en Europe en tout cas. Un mot sur la parité euro-dollar dont vous parliez il y a d'ailleurs quelques jours. Est-ce que c'est toujours d'actualité à moyen terme ? Complètement. Ce qui est en train de se passer là, c'est qu'on est remonté sur les indices, principalement parce que la semaine dernière, la présidente de la Fed, Janet Yellen, n'a pas laissé entendre dans son discours qu'il allait y avoir une forte remontée des taux prochainement. Donc les opérateurs ont pris ça pour un non, mais il est très possible qu'il y ait une hausse des taux et que les taux américains finalement continuent leur ascension. Ouais, merci beaucoup Ben Amoyal pour toutes ces explications. Merci. Allez, on se rend maintenant au Zimbabwe, au sud de l'Afrique, pays qui s'est illustré ces dernières années par son taux d'inflation apocalyptique, 231 millions, 2% en 2008. Et oui, alors conséquence, depuis 5 ans, la devise locale a disparu, le dollar aussi se fait rare, et bonbons ou crayons servent parfois de monnaie d'échange. Et c'est pour améliorer cette situation qu'un service de banque mobile a vu le jour récemment. Alors comment s'opère la transition ? Reportage sur place. Bonbons ou allumettes ? Au Zimbabwe, les magasins sont souvent forcés de rendre la monnaie en nature. Depuis 2009, les dollars américains ont remplacé la devise locale, mise hors service à cause de l'hyperinflation. Mais avec la pénurie de pièces américaines, les crayons et les sucreries tiennent lieu de petites monnaies. En décembre, le gouvernement a finalement réagi avec l'émission de nouvelles pièces. Nous savons tous que dans les magasins, nous recevons des bonbons et des stylos en guise de monnaie. Ce n'est pas possible. Nous voulons ramener la décence au Zimbabwe. Un service de banque mobile pourrait apporter une solution au problème. Lancé en 2011, EcoCash compte aujourd'hui 3 700 000 abonnés. L'idée est de se passer complètement d'argent liquide. Je crois vraiment que certaines petites entreprises s'en sortent très bien aujourd'hui parce que les gens peuvent facilement payer en utilisant EcoCash. Le système améliore la sécurité des transactions. Les magasins n'ont pas besoin d'avoir des réserves d'argent liquide. Donc nous contribuons à la formation d'une société sans cash et nous aidons les entreprises à gérer leurs coûts. Les services bancaires numériques ne sont pas nouveaux en Afrique. M-Pesa, un système de transfert d'argent mobile, règne en maître au Kenya. Et l'argent devient aussi de plus en plus virtuel au Botswana et en Tanzanie. Mais pour les Zimbabwéens, c'est un bouleversement de leur vie quotidienne. Même quand je vais dans un bar, tout ce dont j'ai besoin pour payer, c'est mon téléphone. Pas besoin de me trimballer des poignées de billets, j'utilise juste ce dont j'ai besoin. C'est bien parce que ça diminue le risque d'être volé ou de perdre de l'argent. Avant, on avait cette mentalité à l'ancienne. Pour toute transaction, il fallait voir l'argent changer de main physiquement. Mais avec la technologie, aujourd'hui, ça a changé. On voit que ça peut marcher autrement. En 2015, le gouvernement prévoit une croissance de 3,2%, alors que la moyenne pour le reste de l'Afrique australe est de 5,8%. Les services financiers mobiles peuvent contribuer à ramener la confiance dans le pays, mais ils ne suffiront pas à compenser le retard structurel accumulé depuis des années par l'économie zimbabwéenne. Un pays qui était il y a quelques décennies le grelier à céréales de l'Afrique. On passe tout de suite au Media Watch. Et à la une aujourd'hui de la revue de presse, les effets spectaculaires de la révolution numérique sur l'économie. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Et des conséquences parfois surprenantes. Oui, en fait, c'est un article de TechCrunch qui est parti du constat suivant. Uber est la plus grande compagnie de taxi au monde mais ne possède aucun véhicule. Facebook est propriétaire du média le plus populaire de la planète mais ne crée aucun contenu. Alibaba est le distributeur le plus valorisé en bourse mais n'a aucun stock. Et Airbnb est le plus grand fournisseur de logements du monde mais ne possède aucune maison ni aucun appartement. On a donc 4 sociétés a priori très différentes mais avec un point commun, c'est Internet. Elles fonctionnent toutes grâce à Internet. En fait, TechCrunch explique qu'avant, quand une entreprise voulait vendre, il fallait soit qu'elle possède, soit qu'elle fabrique un bien, alors qu'aujourd'hui, et grâce à Internet, elle peut vendre sans rien posséder, sans rien fabriquer. Elle peut vendre uniquement en créant une plateforme, une interface qui met en relation des entreprises avec des particuliers ou alors des particuliers directement entre eux, avec d'un côté ceux qui ont quelque chose à offrir et de l'autre
l'autre ceux qui ont besoin de quelque chose. Pour reprendre donc l'exemple de tout à l'heure, l'exemple d'Airbnb, il y a d'une part donc les vacanciers qui cherchent un logement et d'autre part les résidents qui proposent de louer une partie ou tout leur appartement. Airbnb ne fabrique rien, ne possède rien et la société se contente en fait de mettre en contact ces personnes via son site. Ouais, une rentabilité optimale en tout cas. Et puis plus concret quoique, c'est McDonald's qui lance cette semaine un site internet pour les amoureux du Big Mac. Oui, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce site internet donc créé par McDonald's Suède ne propose aucun hamburger mais uniquement des objets à l'effigie du Big Mac comme vous pouvez le voir à l'écran. Il y a par exemple des vêtements, des chaussures, des parures de lit, du papier peint et même des manteaux pour chiens. Et sachez que tous les bénéfices récoltés seront reversés aux œuvres caritatives de McDonald's. La seule mauvaise nouvelle, je sais que vous allez être déçu David, c'est que la livraison n'est pas encore disponible en France. Oh, c'est trop dommage. Patience en tout dommage. cas pour le public Un jour. hexagonal. Ouais, voilà, ça va arriver. Merci beaucoup Johanna et à très bientôt. Voilà, fin de cette édition d'Économie Le Mag. Merci de votre fidélité et la suite de vos programmes, la suite de l'info, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.